L'économiste d'aujourd'hui nous informe donc que le président Louis Lavonnoux a reçu les boulangers. Et il faut le reconnaître, j'ai lu plusieurs articles hier, Laurent Rolatoni, qui parlent de la détresse des boulangers. Le journal va loin pour parler même de 350 boulangeries fermées, des choses comme ça. 300 boulangeries fermées. Voilà, et que les boulangers sont en détresse. Est-ce que vous savez un peu ce qui se passe? Non, je crois qu'on en a parlé hier. Et la première chose dont il est question, c'est que oui, il y a des situations qui font que les boulangers ne trouvent plus leur profit pour autant. C'est-à-dire qu'il y a une distance qu'il faudra respecter entre deux boulangeries, laquelle distance n'est plus respectée aujourd'hui. Première chose. Oui. Et sachant aussi de la... Mais quand vous posez ce problème de distance, aujourd'hui avec... l'accroissement avec, bien sûr, la population et tout ça, on ne peut plus respecter une distance, il faut le reconnaître. C'était avant ça. Et c'est le cas, par exemple, des pharmacies. Ou dans un rayon de combien, je ne sais, il ne doit pas avoir deux pharmacies. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans une même ruelle, vous pouvez avoir deux pharmacies. Et justement, c'est ce que je disais hier. Je disais, en fait, en réalité, même si vous avez deux boulangeries côte à côte et que vous faites la qualité, les gens viendront vers vous. Absolument. Et donc, si vous pensez que la distance n'est pas respectée, que ça fait partie des dispositions, que ce n'est pas respecté, un faux problème. Il faut mieux que vous ayez et que vous mettiez la qualité. Et je donnais l'exemple de Calavi, par exemple, où je peux citer, je peux identifier des boulangeries à partir du Carrefour à Conville vers Carrefour Pavé-Kékou, des boulangeries ordinaires qu'on avait par le passé. Et dans lesquelles parfois quand vous hasardez à passer par là à 0h ou à 3h du matin, vous voyez des gens nus en train de mélanger la farine pour faire du pain. Avec les sueurs. Voilà tout ça là. Et que dans le même temps, sur le même tronçon, des gens sont venus mettre des boulangeries modernes avec un certain nombre d'infrastructures. Et donc les gens sont rassurés parce qu'il y a l'hygiène. Donc les gens iront vers ces personnes-là. Et donc cela suppose que ce n'est plus une question de distance, mais c'est une question d'hygiène et de ce que vous présentez aux consommateurs. Oui, de ce que vous offrez aux consommateurs en termes de qualité. De qualité. Donc ça peut vous poser problème. Mais quand on finit de dire ça aussi, c'est vrai qu'il y a la crise qu'on chante à tout bout de champ. La crise à Ukro, bien russo-ukrainienne, bien évidemment, qu'on évoque dans tous les problèmes aujourd'hui. Même si quelqu'un n'a pas à manger chez lui, il dira... Qui a amené d'ailleurs à fixer le prix du sac de farine, voilà, de blé. Donc aujourd'hui, il y a ce problème qui se pose. Et il y a deux situations, en tout cas une situation très essentielle, c'est que les boulangers, pour s'en sortir, n'auront d'autre solution que d'augmenter le prix du pain. Ce à quoi se pose le gouvernement en place, parce qu'à un moment donné, ils ont financé l'achat de la farine de blé, mais pour autant, ça ne résout pas le problème des boulangers. Et donc, il y a ce problème auquel sont confrontés les boulangers. Il y a bien d'autres éléments, bien évidemment, qu'ils ont évoqués eux-mêmes. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir que le gouvernement, le ministère du Commerce, bien évidemment, s'asseye avec ces personnes-là, parce que une boulangerie fermée... Le ministère du Commerce n'a jamais cessé de s'asseoir avec ces gens-là, mais écoutez, ils n'ont pas satisfaction. Oui, justement, on ne répond pas à leurs demandes. Étant donné qu'on nous annonce les demandes ne sont pas... Le gouvernement n'est pas capable de satisfaire leurs demandes. Oui, je suis d'accord, mais l'autre chose, c'est que si c'est ça, il va falloir alors les laisser augmenter le prix du pain. Moi, il faut qu'on dise les choses à terre. C'est que c'est dans une certaine mesure que le gouvernement accepte de trouver des solutions pour leurs problèmes ou subventionner un certain nombre de choses. Et là, le prix du pain sera le même pour toujours. Mais si le gouvernement n'a pas les moyens de le faire, ça doit pouvoir rejaillir sur le consommateur. Mais certains ont diminué le poids du pain. Mais écoutez, à défaut d'augmenter le prix du pain. Malgré le poids du pain diminué, ça ne résout pas le problème en l'état. D'ailleurs, on le constate. Une boulangerie fermée, c'est au moins au bas mot 4 personnes qui perdent de l'emploi. Au moins, je dis n'importe quoi. 4 personnes. Au moins 4 personnes. Ça, hein. Oui, mais justement. Et donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, il va falloir trouver des solutions pour que les gens continuent de faire leur travail et que les Béninois continuent de consommer le pain qu'ils aiment si tant, même si ça ne faisait pas de nos habitudes alimentaires par le passé, que c'est un truc qui nous a été, en tout cas, c'est une habitude alimentaire qu'on a importée dans une certaine mesure. Je crois que les Béninois sont maintenant attachés au pain. Et maintenant, quand on finit de dire ça, je l'ai rappelé hier, il y a le pain fait à base de la farine de manioc. Nous avons des champs de manioc à perte de vue. On me dira... Le projet, vous vous rappelez d'un projet? Je suis d'accord. En matière de manioc, c'était quoi? Le projet, c'est 1 milliard ou bien combien là? Moi, je ne vais pas rappeler. Comment vous n'allez pas rappeler ça? On n'a pas de manioc à perte de vue. Le projet est encore là. On n'a pas de manioc à perte de vue. On a plutôt des
comment dire, des Non, champs à perte de vue. Je suis d'accord avec vous. Non cultivés. Je suis d'accord avec vous que ces projets dont on a parlé abondamment par le passé, quelque part c'est du leurre parce qu'en réalité, les gens ont des milliards pour des projets de développement de manioc. Qu'est-ce qui se fait? C'est-à-dire qu'on essaie de jeter quelques centaines de mille à certains paysans. C'est un projet des émigrants, non? Dans les localités. Et les gens prennent l'argent et puis après, on vient faire le bilan du projet à Cotonou, alors qu'il faut aller faire le bilan du projet sur le terrain pour se rendre compte du fait que, de ce que le projet a été réellement mis en œuvre. Mais malheureusement, tous les projets, les bilans sont faits à Cotonou dans un hôtel 4 ou 5 étoiles et puis on finit, on dit, bon, on a emblavé 100 000 hectares de... Le projet ne démarre même pas et ils achètent les 4x4. Oui, et bien évidemment. Les 4x4 se retrouvent dans les garages alors que le projet n'a pas démarré. Les 4x4 prennent la grosse partie du projet. Et après, on fait, quand le projet vient à terme, ceux qui ont géré le projet rachètent les 4x4 peut-être à 2 millions, 3 millions. C'est un peu ça le Bénin. Ouais, et malheureusement. Donc je crois qu'aujourd'hui, il va falloir. C'est vrai qu'il y a il faut mettre en place une politique, sous le gouvernement pour pouvoir donc amener les gens à cultiver le manioc. Non, sous le gouvernement actuel, il y a une initiative sur le gouvernement actuel pour la promotion et la culture du manioc. Je crois que ça se fait abondamment. Ce gouvernement a mené un autre projet, une autre initiative. Et donc je crois que cette initiative portera d'ici 2 ans. Mais ce que je dis, moi je l'ai dit à des gens, d'ici 2 ans, le manioc va coûter excessivement cher. Et ceux qui ont des terres aujourd'hui ont tout intérêt à aller faire du manioc. Parce que la demande de plus en plus est forte. Non, le problème c'est que quand on plante le manioc, la terre n'est plus véritablement fertile après. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Non, vous ne pouvez pas faire du manioc tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut faire une culture rotative. Vous faites le manioc pendant que le manioc est là, puisque déjà quand vous faites le manioc, je dis n'importe quoi, pour avoir fait quelques années dans un village. Quand vous faites le manioc, la première année, vous faites du maïs en même temps. Et quand vous finissez de récolter le maïs, après le manioc pousse. Et d'ici 1 an, je crois ça doit être 1 an et demi ou bien 1 an, 2 ou 3 mois, vous récoltez votre manioc, vous pouvez maintenant laisser faire du manioc, le maïs d'abord, et revenir après. Il y a une dame qui fait ça. Devant ma maison à Calavi, je vois une vieille dame, pratiquement plus de 70 ans, mais qui tous les jours vient sacler. Devant moi, elle a mis du manioc, elle a mis du maïs, elle a récolté le maïs. Et je vous dis, il y a à peine 3 jours, ils ont commencé par avoir du manioc. Et bien, du bon manioc. Donc, ça veut dire que quoi, les gens vous êtes son voisin, donc elle va vous en donner. donc, pour dire quoi, nous avons des terres arables. Il faut investir dans ce secteur. Si réellement on peut faire du pain à base de manioc pour que les gens puissent suffisamment consommer, pourquoi ne pas le faire? Un Burkinabé nous a montré le chemin en faisant le pain avec le maïs. Et plusieurs gammes de pain, bien évidemment. Donc, pourquoi ne pas explorer ces pistes-là? Pourquoi nous allons toujours continuer à dépendre d'un pays qui, en réalité, c'est-à-dire que quand nous faisons ça, nous créons de l'emploi dans ces pays, malheureusement. Donc, faisons les choses autrement. Imaginez si aussi longtemps que cette situation va perdurer en Ukraine, on nous a dit que le Macky allait aller voir le président ukrainien, le président russe, bien évidemment, et puis on devait envoyer de la farine de blé en Afrique. On nous a parlé de 500 navires, je ne sais quoi. Combien sont arrivés en Afrique? Je ne sais pas. Non, il y a des pays qui ont intercepté certains navires en route mer, bien évidemment. Donc, il y a un problème. Pourquoi allons-nous continuer à dépendre des autres en ne développant pas nos habitudes culinaires? Chez nous, au Bénin, les matins, quand on se réveille, on fait du gâteau de haricots avec de la bouillie, on prend. Ou bien à cassa ou à gâteau de haricots. L'autre pâté, là, avec bras, là. Non, le pâté, c'est toujours farine de blé. On ne va pas continuer avec ça. Donc, on peut faire ça le matin, la bouillie, on prend la bouillie. Et puis, il y a des galettes qu'on peut faire avec du maïs, bien évidemment. Que les gens prennent le matin avec la bouillie et vont travailler. Donc, nous avons développé une habitude alimentaire qui fait de nous des dépendants éternels. Arrêtons ça à un moment donné, réfléchissons et essayez de voir comment est-ce qu'on peut moderniser nos habitudes culinaires. Mais il faut le reconnaître, Laurent Roland Tonnikès, le pain est normalement ce qui doit être à la portée de tous. Oui, mais si ça dit que quand je prends le cas de l'Algérie, par exemple, quand tout vous manque chez vous, le pain, on peut vous en donner à la boulangerie. C'est ce à quoi vous avez accès à moins de coûts. Et ce qui peut vous empêcher de mourir de faim, c'est le pain dans certains pays. Et c'est connu. Je suis le pain, manger du pain, ce n'est pas du luxe. Je suis d'accord avec vous, mais ces pays dont vous parlez,
Algérie, par exemple, c'est l'habitude culinaire, alimentaire. Ils ont grandi avec ça. Ils ont appris à manger ça. Nous autres, ce à quoi on peut faire recours sans mourir, c'est le gari. C'est le gari. Si vous voulez mourir, donc ça revient quoi? Ça revient quoi? Bon, oui, ça revient au manioc, mais le gari, vous avez vu son prix aujourd'hui. Oui, mais... Le gari, est-ce que le gari, là, dont nous parlons, est à la portée de tout le monde aujourd'hui? Les gens vous diront, oui, justement, c'est pourquoi il faut aller à la production massive du manioc. Parce que quand vous diront que le matin, ils font, comme on le dit au primaire, Ignace, à midi, Barthélemy, et le soir, je crois... Siméon. Bon, non, à midi, Siméon, et le soir, Barthélemy. Donc, c'est-à-dire quoi? Prendre du gari avec du l'huile, avec un œuf frit là, et puis finalement, le matin vous mangez, à midi vous délayez du gari, et le soir vous faites du piron du gari. Aujourd'hui, ce n'est plus donné à tout le monde. Ce n'est plus donné à tout le monde parce qu'en réalité, à un moment donné, nous avons délaissé ce qui pourrait nous aider dans le temps. C'est dans ce pays que Kadhafi a envoyé des sacs de maïs à l'université. J'étais là, j'étais scandalisé. C'est dans ce pays que Kadhafi a envoyé des sacs de gari à l'université. Et qui a pris les sacs? J'étais là quand les gens réceptionnaient, moi je n'ai pris plus dedans. Mais j'ai vu ça dans ce pays. On ne vous a pas donné? Non, je n'ai pas cherché à en prendre. D'accord. De toute façon, c'était un choc pour moi. Pour vous dire quoi, il y a des choses à faire encore dans ce pays. Que chacun de nous, on se remette en cause. Les acteurs politiques qui ont pu avoir de l'argent avec des millions à longueur d'année, qui sont allés acheter des terres, des États qu'ils ont laissés non cultivables, il faut qu'on réfléchisse pour qu'on mette ça à la disposition de ces jeunes-là, qui sortent de nos universités, que les agronomes qui vont se faire former, qui attendent des projets pour travailler dans le bureau, comprennent que leur travail c'est sur le terrain. Parce que autant d'agronomes nous avons dans ce pays qui veulent travailler dans le bureau, alors qu'en réalité leur travail c'est d'aller sur le terrain. C'est d'être dans les champs. Dans les champs de produits. D'aider les populations. Non seulement ça, eux-mêmes déjà, à partir de leur formation, peuvent être des producteurs, de grands producteurs. Mais vous les voyez, ils finissent, ils veulent des grands projets, aller travailler dans le bureau. Et finalement, c'est eux qui travaillent dans le bureau avec les 4x4 finalement, sans aucun résultat sur le terrain. Je ne dirais pas que tout est mauvais, mais il y a des choses qui se font. Donc, c'est autant de choses à corriger dans notre vécu. Je pense quand même que le gouvernement en place a compris bien évidemment, tout ce dont vous parlez. Il y a des choses qui ont beaucoup de choses qui ont fait. On veut faire la promotion un peu dans le domaine agricole. Bien évidemment, dans les lycées, les gens commencent à faire le cacao au Bénin. Le gouvernement envisage de mettre en tête des palmiers à huile, bien évidemment. On ne va pas finir, Laurent Roland Toniquet, sans parler quand même de l'actualité là, qui est le vote du budget 2023. Romuald Wadani a réussi le pari à l'Assemblée nationale, c'était hier. Oui, je crois que comme vous et moi on l'avait dit par le passé, que peut-être que pour une fois les députés allaient nous surprendre en votant contre le budget. Mais on vous avait dit que ce n'était pas possible. Vraiment. Non, je crois que oui, c'est une bonne nouvelle. Et je crois, hier, je disais que, puisque le chef de l'État prévoyait rencontrer les syndicalistes le 6 décembre et devait prononcer son discours sur l'état de la nation le 8 décembre, et que c'était fort probable que le budget soit voté avant cette date. Je le disais hier matin, sans le savoir. Donc, finalement, ça a été voté vraiment dans la journée. Il faut préciser qu'avant, quand on... C'est la cloche qui en parle, hein, oui. Non, mais il y a d'autres médias qui en ont parlé. Oui, je me focalise sur la cloche, par exemple. Oui, donc, il y a d'autres médias qui en ont parlé. Et donc, aujourd'hui, on parle de 3 000 milliards, et puis avec plus de 1 000 milliards pour le social, c'est une bonne chose, une bonne information. Et donc, je crois que dans les 1 000 milliards, certainement qu'il y a la question de la revalorisation salariale. Je l'espère aussi. Qui sera le point essentiel à l'heure du jour au cours de la rencontre du 6 décembre. Vivement que les travailleurs aient la bonne nouvelle pour aller fêter, en tout cas en joie, même si la mesure ne sera pas effective et que c'est à partir du salaire de janvier qu'il faut reconnaître qu'ils vont... Vous avez déjà l'information? Non, écoutez, ça ne peut pas parce qu'il y a un délai, une période pour payer les salaires. C'est à partir du 20, je crois, jusqu'au 5 ou 10 pour les fonctionnaires de l'État. Et donc, nous sommes le 6, et on n'est plus peut-être dans la possibilité d'agir sur les salaires. Donc, ils viennent de prendre le mois de novembre comme ça, non? Déjà, donc, voilà, donc le mois de décembre sera payé en janvier. Fin décembre, avant les fêtes. Peut-être que le gouvernement payera pour une fois 13e mois aux travailleurs. Vous êtes revenu encore avec d'autres revendications pour les travailleurs. Pour les travailleurs, pour une fois que le gouvernement donne le sourire aux travailleurs en leur payant le 13e mois. 13e mois. D'accord. Mais la cloche nous apprend que dans ce budget, il y aura la construction de 15 marchés et de 3 hôpitaux de zone de 120 lits.
Oui, je crois qu'on en avait déjà parlé. Je crois que oui, on a besoin de centres de santé, hein, on a besoin de beaucoup d'infrastructures. Nos marchés, il y a des marchés, quand vous y rendez, c'est une honte. Vous rappelez ce marché de Glodibé sur lequel on a fait une émission ici, où quand il pleut, c'est difficile de circuler, alors que le marché est juste à côté de l'arrondissement et que le CA est censé faire quelque chose ou bien se rabattre sur la mairie pour faire quelque chose, ce qui n'a pas été fait. Le gouvernement aujourd'hui est dans la posture de pouvoir faire les choses arrangées. Et je crois que malheureusement, si le gouvernement met l'argent, soyez sûr que le gouvernement va chercher à contrôler. Absolument. Donc, les mairies qui ne font pas d'efforts pour aménager les marchés, au point où le gouvernement remarque les irrégularités pour venir faire quelque chose, de comprendre que ces marchés quitteront pour la plupart leur juridiction. Et donc, ça va être des problèmes pour eux parce que ces marchés leur permettent de rassembler, de mobiliser les ressources. Mais malheureusement, les ressources ne sont pas en retour investies dans les marchés. Et quand on voit ce qui a été fait pour les nouveaux marchés de Cotonou, et quand on voit un certain nombre de marchés, grands marchés, justement, parce que quand vous prenez le marché de Glodibé, ce n'est pas un marché, c'est pas un petit marché. Quand vous allez à Rebo, ce n'est pas un petit marché. Donc, ces marchés qui pourront être pris en compte, bien évidemment, pourront apporter, en tout cas, une certaine quiétude, une certaine aisance aux femmes dans ces marchés qui font des activités. Merci Laurent Roland-Tonekes. Mais avant de partir, on va retrouver Émergence Info. Émergence Info quand même qui rappelle que hier la présidente de l'INF était au marché d'Antokpa pour sensibiliser un peu les femmes du marché, mais également, il faut le reconnaître, des personnes ayant donc, comment je vais dire, ayant donc les compétences d'écouter les femmes qui ont subi des violences sexuelles et autres, donc ont été dépêchées au marché d'Antokpa grâce à l'INF pour écouter ces jeunes dames-là qui sont empêchées par leur mari d'aller vendre au marché, qui vivent des violences. Comment vous appréciez donc cette sensibilisation organisée par l'Institut national de la femme? Non, c'est une bonne chose que de sensibiliser les femmes, bien évidemment. Sensibiliser les femmes, bien évidemment, pour que ces femmes puissent bien faire leurs activités et que ces femmes aussi en arrivent à dénoncer les situations auxquelles elles sont confrontées dans une certaine mesure. Est-ce que les hommes qui empêchent les femmes d'aller vendre au marché sont-ils conscients qu'ils exercent des violences sur les femmes? Oui, quand du moins vous commencez par interdire à la femme de faire ce qui l'épanouit, ce qui lui permet d'avoir une certaine dépendance, une certaine autonomie. C'est que vous êtes déjà contre l'épanouissement. Contre les normes, bien évidemment. Parce qu'en réalité, quand vous prenez une femme, vous pouvez être heureux de ce que la femme soit épanouie, que la femme soit libre de faire ce qu'elle veut. Pas n'importe quoi, bien évidemment, mais quand on parle de femme de marché, c'est qu'elle va vendre, ça lui permet de gagner 25 francs pour qu'elle ramène à la maison. Il y a que, oui, je ne vais pas défendre les hommes, mais il y a que ces femmes aussi qui vont faire des activités qui en réalité deviennent des problèmes de casse-pied pour leur mari à la maison. Et donc, ce qui fait que certains hommes disent, si c'est ça, alors tu ne le feras plus. Je n'encourage pas ça. Il va falloir trouver le terrain pour discuter, un terrain d'entente, qu'on discute, que la femme soit libre de faire son activité, qui lui rapporte quelque chose. Parce qu'il ne sert à rien que de maintenir la femme sous son autorité et de penser que oui, c'est vous qui devez décider de tout pour elle, au-delà de tout. Non, il faut permettre à ce que la femme aussi s'épanouisse en faisant ce qu'elle peut faire pour être heureuse dans ses activités. Pour être heureuse dans ses activités, mais également pour vraiment finir maintenant, le BR qui s'enracine petit à petit dans la commune d'Abomey-Calavi avec l'un de ses représentants, pour ne pas le nommer, qui donc est en train de faire le tour de certains villages. Alors, je ne le dirai jamais assez. Je crois que le casting de Monsia pour le BR était un casting gagnant. Parce que Monsia étant musulman proche de la communauté musulmane de Calavi, en tout cas de la commune de Calavi et environ, et ayant constaté que sur la liste de l'Union progressiste, le suppléant du maire de Soava, qui est le troisième titulaire, est un imam proche de la communauté musulmane, mais qui a été retiré de la liste parce que la première liste qui a circulé, il était suppléant du maire qui est le troisième titulaire, et que finalement on va mettre le chef d'arrondissement de Glodibé
Donc déjà, il y a un problème, c'est que la communauté musulmane ne se sent pas. On me parlera de Hafiz, qui est le chef quartier de Zoka, qui est sur la l'ISUP. Mais à quelle position, bien évidemment? Il est musulman aussi, mais il est à quelle position? Par contre, ici, celui-ci est en bonne position. Et donc, je crois que c'était un casting gagnant pour le bloc républicain. Maintenant, tout dépendra aussi de son discours sur le terrain. Que va-t-il faire à l'Assemblée nationale? Est-il déjà conscient des erreurs qui ont été faites par la mandature passée en ce qui concerne la réelle représentativité? Est-il conscient des erreurs du pouvoir en place? Comment est-ce qu'il les accueille? Comment est-ce qu'il les accepte? Et comment compte-t-il œuvrer aux côtés du Parti Salon à corriger ces choses-là? C'est de ça qu'il est question. Donc, le connaissant un peu ancré dans Kassato. C'est le discours tenu devant les populations qui peuvent rassurer. Sachant qu'il est enraciné dans Kassato, bien évidemment, qu'il rencontre les gens à Kassato. Ce n'est pas faux. Moi, j'ai discuté avec les gens UP du Kassato, de certaines personnes qui sont des têtes de pont. Et en entendant le discours, je crois que... UP ou BR? Des responsables UP, il y a encore de cette personne, pas de moins, pas de moins de l'Union progressiste. Je crois que on va souhaiter que les électeurs aient fait leur choix de toute façon, que chacun fasse le travail. Et ce que je voulais recommander pour finir, que ça se fasse dans la paix. Nous avons besoin de la paix, pas autre chose. C'est très important. Donc bonne chance à eux, bonne chance à Monsia, bonne chance à... Bonne chance à Monsia, avec son sourire rassurant quand même à la une du quotidien. Jeune et l'autre défi, c'est que... Leadership, doté de leadership, je pense quand même qu'il fera le boulot. Si vous permettez, le défi, c'est qu'il avait un ancien mentor qui est rodé, qui est du côté de l'Union progressiste. Donc, la bataille ne sera pas pour autant facile. Ça dépendra des arguments mis dans la balance. Ça dépendra des éléments qu'on a avancés pour convaincre les populations. Et les populations auront le choix, en tout cas, de trancher le 8 janvier prochain. Les populations auront le choix de trancher le 8 janvier prochain. Il faut donc voter pour le développement, pour ce qui va donc sortir les populations des difficultés qu'elles vivent aujourd'hui. Merci Laurent Roland-Tonnikès pour votre contribution, pour votre présence sur ce plateau, pour votre disponibilité de tous les instants, il faut le dire.